On va aujourd'hui à la rencontre d'un élu, un sénateur qui est à la fois avocat, mais il a laissé cette profession pour se consacrer à son mandat au niveau du Sénat, qui vient de publier une grande tribune dans la presse pour contribuer à la réflexion nationale sur la gestion de cette crise qui est le Covid, mais aussi qui pose des actes comme philanthrope aussi. C'est pour ça que nous allons nous rencontrer ici. Venez avec nous. Monsieur Jean-Marie, bienvenue dans notre modeste bureau. Merci beaucoup, je suis honoré de voir l'honorable toujours égal à lui-même. Merci Jean-Marie. Je vais vous faire découvrir un peu nos petits bureaux. C'est des petites copies. Je trouve que c'est conçu. Non, c'est des petits bureaux. Ça sont des toilettes pour les gens qui veulent nous rendre visite. Alors, vous savez que la difficulté que moi j'ai toujours, Ouais, voilà. Ça, est-ce que ce sont les toilettes propres? Oui. Je ne sais pas, c'est à vous de dire, mais j'estime que c'est propre. Mais c'est comme la même, venez juste comme ça. C'est pour les visiteurs. Non, il ne faut pas m'influencer. Voilà. Je vous laisse. Ça sont les toilettes pour les visiteurs. Voilà. Vous savez, le secret des toilettes, c'est qu'il y a de l'eau. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous on fait des tours de bureaux pour savoir est-ce que dans votre bureau, il y a de l'eau. Déjà un point positif. Merci. Ici, vous allez remarquer, c'est entrée interdite. Pourquoi interdit dans le bureau? Interdit parce que c'est l'endroit où les gens se ressourcent. C'est là où mes collaborateurs mangent. Et ils ne veulent pas qu'ils soient distraits, qu'ils ne soient pas dérangés. Donc les visites qui arrivent ici. Ouais, ils ne peuvent pas savoir. Mais en fait, en réalité, c'est une salle à manger pour mes collaborateurs. Ah, c'est prévu aussi. Ouais. Là, je vois un bureau privé. Exactement. C'est ici qu'il y a la direction. Vous avez d'abord, ça c'est le bureau des avocats. Vous savez que nous sommes dans un cabinet d'avocats, GLM et Associés. Et ça c'est un cabinet, c'est ici que, au temps normal, il y a des avocats qui sont ici, des avocats spécialisés dans les mines. Des avocats qui travaillent ici. Oui, dans un temps normal, vous devez avoir des avocats dans cet espace. Des avocats spécialisés dans les mines. Je vois même des toches derrière. Exactement, des jeunes avocats très brillants. Oui. Mais nous sommes dans un état d'urgence. On essaie de respecter les normes édictées par les autorités du pays. Voilà, ça c'est le bureau des avocats, comme le mot le dit. Ensuite, ça c'est les installations pour mes collaborateurs pour qu'ils puissent être dans des conforts. J'ai vu que vous en faites un peu tout. Alors ici, ça c'est le bureau de mon directeur chargé de la comptabilité et de la fiscalité, Monsieur Bienvenu Manzo, ça c'est mon directeur. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Jean-Marie, comment allez-vous? Je vois que vous respectez non seulement les normes en termes de mesures de distanciation, masque, etc. Tout est occupé de ce côté. Je vois que votre masque est extemplier ou utilisation. Exactement. Alors, juste une question. Hein? Oui. Il est comment votre patron? Je vous protège. Hein? Non. C'est un homme comment? Sans avoir envie de le flatter, oui. Parce qu'il est présent. C'est un homme bien. Un homme sociable, un homme ouvert. C'est un grand travailleur. Je connais depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis à ses côtés. Vraiment, c'est un homme exceptionnel. Est-ce que financièrement, il vous fait confiance ou contrôle tout? Bon, il y a un adage qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et bien entendu, nous faisons notre travail comme il se doit et il arrive de fois, il contrôle parce que c'est un monsieur qui a un cerveau très solide, il oublie difficilement les choses. Alors, donc, je vous vois très organisé ici, vous avez une machine à compter, une imprimante. Est-ce que vous respectez d'abord les normes comptables de vous? Bien entendu. Est-ce que vous respectez la législation en la matière? Très bien, parce que je suis comptable de profession. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier de comptable.
Et nous travaillons dans les normes. Nous travaillons dans les normes selon OHADA. Et nous respectons les lois aussi de la République en matière de comptabilité. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Bien On peut sûr. lui donner l'argent de l'État? Bien sûr, c'est un homme crédible, un homme sérieux. Je vous laisse dans votre comptabilité. Jean-Marie, ensuite, ici, c'est le bureau de mon directeur administratif et financier. Encore une fois, avec la distanciation, vous allez comprendre qu'il n'est pas là. Mais ça, c'est son bureau, M. Pascal Tanga. Oui. Pourquoi vos collaborateurs ont des installations aux normes comme ça, très modernes? Parce que nous sommes très rigoureux dans les standards, nous devons respecter surtout la santé de nos collaborateurs, c'est priorité numéro 1. Et donc on tient compte qu'ils soient dans de bonnes conditions et surtout leur santé n'a pas de prix. Donc on respecte les normes et les standards internationaux. Et beaucoup de dossiers comme ça. Ah, bien évidemment, parce que vous avez vu, c'est le détail administratif et financier. Ça, c'est les classeurs là où ils mettent toute la documentation, tout ce qui est mouvement financier dans l'entreprise, pour les cabinets, pour tout ce qu'on fait. C'est M. Pascal Tanga qui gère tout ça. Donc, vous avez vu, il n'est pas là, j'aurais bien voulu qu'il soit là, mais l'organisationnel que vous voyez, c'est nous respectons les normes en matière de gestion financière. Merci beaucoup. Mes collaborateurs, vous avez Ogi, Omba et Rigen, ça c'est les héros d'alors. Toute la machine, tout ce qu'on réalise sur le plan comptable, sur le plan financier, tout ce qu'on publie, tout ce qu'on fait comme rapport, vous avez vu, ils sont certainement nombreux. On a réduit le format parce que pour respecter la distanciation sociale et les normes contre le Covid-19, mais ça ce n'est que l'échantillon, mais ça c'est des jeunes gens extrêmement intelligents qui nous accompagnent dans tout ce qu'on fait comme travail. Les critères de sélection ici, c'est comment? C'est la compétitivité, il faut être intelligent. Ici, nous, on bannit le tribalisme, ça n'existe pas ici. Vous pouvez leur demander, ils ne sont pas de ma province. C'est des jeunes gens brillants. Moi, je vais faire un test, hein. Mais allez-y, je vous permets. J'ai tendance à poser la question. Mais comment vous appelez d'abord? Mutombo. Oui. Kiluando Mutombo, c'est aux antipodes. Vous êtes du centre, vous? Exactement. Et qu'est-ce que vous faites avec les 15 équateurs? La compétence. Et vous, monsieur? C'est Moussassa. Rigen Moussassa. C'est tout ça, de la RDC. Oui, Lunda. Lunda, c'est des Katanga, ça? Oui. Ah bon? Et comment vous êtes atterri ici? Par compétence ou quelqu'un vous a recommandé? Toujours par compétence. Après vos études, vous avez demandé du travail et aujourd'hui vous travaillez ici. Ça se passe bien? Ce patron n'est pas dur? Bon courage, hein? Voilà. Et ensuite, vous avez la bibliothèque Jean-Marie, parce que vous savez, nous accordons beaucoup d'importance sur la documentation. Nous, c'est une bibliothèque, ça c'est un échantillon. Vous avez tout ce qui est OHADA, la législation sur la législation financière. Est-ce que ce sont les vrais livres? Oui, vous pouvez toucher Jean-Marie. Hein. Ah, parce que je vais le regarder. Traiter des études parlementaires. Exactement. Ça rentre dans nos activités parlementaires comme sénateur. Donc on tient vraiment, on est très 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 regardant sur la documentation. Parce Qui vous a dit que les élus ne lisaient pas? Hein? Voilà. Vous avez un élu, mais qui se documente, qui a une bibliothèque bien fournie. Recommandation hein, à tous ceux qui sont élus et qui ont des cabinets d'avocats, il faut avoir des livres. Voilà. Et ici, c'est un petit bureau de représentation de la Fondation Vidal, parce que le siège en soi, c'est à Limété. Okay. Et ici, à la Gombe, c'est juste un siège de représentation pour la collecte des correspondances. Et il y a certains collaborateurs qui sont ici, ils sont là-bas. C'est juste un siège de représentation de la Fondation Vidal, mais ce n'est pas le siège social. On va s'asseoir tout à l'heure. Et ici, c'est là où mes collaborateurs... ça, c'est notre salle de réunion pour cogiter, pour réfléchir. On se retrouve ici, on réfléchit ensemble dans cette salle de réunion. J'ai envie qu'on puisse aller s'asseoir un tout petit peu. Oui.
Alors, Voilà. monsieur Lely, juste une seconde. On est dans une salle que je trouve formidable. Vous avez un faible pour la décoration? Oui, j'adore la décoration parce que c'est, vous savez, dans un cadre de travail, l'esprit doit être disposé pour mieux réfléchir. Et moi, je réfléchis avec des œuvres d'art. Ça me permet de mieux réfléchir. Puis ça sent bon, hein? Merci, merci Jean-Marie. Si ça vient de vous, je suis heureux. Il y a une petite photo là. Oui, Ça me rappelle les jours de sa première communion. exactement. Ça, c'est à Bokungu, dans la Tchapa, chez les prêtres catholiques, le jour où j'ai eu ma première communion. Et c'est ma mère, j'avais 8 ans. Et c'est ma mère qui a gardé soigneusement cette photo. Et figurez-vous, Jean-Marie, elle m'a remis cette photo seulement l'année passée, autant d'années après. Et j'ai préféré garder ça parce que ça me rappelle beaucoup de Et souvenirs. ça vous rappelle quoi, ça? Ça me rappelle l'innocence, ça me rappelle la joie que je suis appelé à transmettre. Vous allez voir les sourires. Ça me rappelle la détermination, beaucoup de valeurs de la vie qu'on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Et Guy? Alors ça, c'est un cadeau qui m'a été offert par des Congolais. C'est peint à la main. C'est pas une œuvre qui est faite dans un Photoshop. C'est vraiment une œuvre à la main qui m'a été remise, qui est une copie de mon profil, ma photo officielle. Et donc j'ai été honoré par des Congolais. Je ne les connaissais pas, ils sont venus, m'ont remis cette œuvre qui est vraiment une peinture faite à la main. Vous avez l'air d'aimer vos compatriotes, hein? Voilà. On va aller un peu s'installer pour parler. Merci. Pour parler. Bienvenue à tous, parce que vous avez vu qu'on a fait le tour avec l'élu. Là, on s'installe quelques minutes pour parler un tout petit peu. Installez-vous. Merci. Dire un petit mot. On est dans vos installations ici, à Kinshasa. Il faut me parler un tout petit peu de ces photos qui sont devant nous. D'abord, je vois Madame et l'enfant. Et ici, les enfants. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, c'est toute une inspiration. Je vous autorise exceptionnellement à enlever le masque. On respecte la distanciation. Nous sommes à 1 mètre. 1 mètre, très de bien. distance. Le temps qu'on puisse un peu parler et puis vous allez écouter l'élu pendant ces quelques temps. Oui, vous disiez que... Ces photos, c'est toute mon inspiration. J'ai eu le privilège de les avoir comme enfant. Ça, c'est ma fille aînée, Winner. Parce que vous savez, dans Ouidal, il y a les noms de mes enfants. Ah bon? C'est elle qui s'appelle Winner, qui est un mot en anglais qui signifie celle qui gagne. Et I, c'est Isaac. En fait, c'est mon fils qui est là. Et ça, c'est leur maman. Et puis, il y a Davina, parce qu'il y a Ouidal. DA, c'est Davina, qui est ma deuxième fille, qui est aussi dans des photos. Et donc, ça fait Ouidal. Et elle, c'est Luando. En fait, ça, c'est l'expression totalement familiale. On pensait que c'était une organisation américaine d'importation, comme on en a beaucoup chez nous ici. Maintenant, vous comprenez la signification de Vidal. Cette émission, on l'a fait d'une manière de découverte pour un peu montrer à ceux qui nous suivent que l'élu a des fondements quelque part. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est cette pandémie pour laquelle d'ailleurs nous portons des masques, nous prenons des précautions pour essayer d'échapper. Ça arrivé brutalement, ça affecte le monde entier, les Congos en premier. Vous venez de faire une intervention au Parlement parce que vous êtes sénateur, ici à Kinshasa. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence de cette tribune et puis voir un peu ce que vous avez fait concrètement, comme tout le monde, pour répondre à l'appel du président à la solidarité nationale? Alors, Jean-Marie, vous savez, depuis le 24 mars, lorsque le chef de l'État avait constaté que le monde entier, parce que l'OMS avait déclaré que ce qui était une épidémie était une pandémie, parce que c'était un virus qui avait attaqué la planète tout entière, avait décrété que cela était une pandémie. Et des États du monde, dont le République démocratique du Congo, à travers les chefs de l'État, avaient pris une ordonnance, exactement le 24 mars, pour décréter l'état d'urgence. Lequel état d'urgence avait comme conséquence la restriction d'un certain nombre de libertés individuelles. Et constitutionnellement, au regard de l'article 85, cet état d'urgence devait durer pendant 30 jours.
Et pendant ces 30 jours, le chef de l'État, dans sa communication, avait mis en place ce qu'il a appelé le Fonds social de la solidarité, où il avait fait appel à tous les Congolais de bonne foi, de tous les horizons, qui avaient cette envie de servir le pays, d'apporter tout ce qu'ils avaient. Et nous, comme la Fondation Ouidal, face à cet appel du chef de l'État, on n'était pas resté en retrait. Nous avons essayé de répondre favorablement. Nous avons d'abord commencé par installer des postes où les gens pouvaient laver les mains. Donc nous avons mis des postes de lave des mains un peu partout, à Victoire, à Matete, un peu partout dans la ville de province de Kinshasa. Ensuite, on ne s'est pas arrêté là, parce qu'il fallait agir. Toujours dans cet élan de solidarité nationale, nous avons offert 2 ambulances à l'équipe des ripostes. 2 ambulances? Oui, à l'équipe des ripostes contre le coronavirus, où une ambulance a été réceptionnée personnellement par le professeur Mouyembe. Vous l'avez certainement suivi dans les médias. Mais on s'est dit, écoute, le corona, on dit qu'il faut laver les mains. Mais on va laver les mains avec quoi? Parce qu'il y a une pénurie d'eau dans la ville. On s'est dit, dans notre imagination comme Fondation Ouidal, j'insiste, nous avons dit pourquoi pas offrir à la population congolaise des puits d'eau. Et donc nous avons lancé l'opération de forage d'eau à Lemba, ensuite à Limete, à Kimbantseke, et là on va lancer à Badara, dans la commune de Lansele. Ça c'est dans le cadre de notre élan de solidarité pour répondre favorablement aux attentes du chef de l'État. On ne s'est pas arrêté là. Lorsque le gouvernement de la République avait disponibilisé des kits de prévention pour les différentes provinces, comme vous l'avez si bien dit, moi je suis un élu de la Tchouapa, et tout ce qui a été mis à la disposition de la province de la Tchouapa comme kit, presque 4 tonnes d'équipement. 4 tonnes. 4 tonnes d'équipement de prévention, nous avons pris ça en charge, et ça, c'est une occasion pour moi de saluer le ministre d'État Eteni, qui avait mis ça à la disposition, ainsi que le gouverneur de la province de la Tchouapa, M. Pancras Bongo. Nous avons affrété, la fondation avait affrété un avion, mais on ne s'est pas arrêté seulement à affréter. Nous avons mis à la disposition de la population de la Tchouapa des kits de lavage de mains, des gels de désinfectisation de mains, et c'est ce que nous avons affrété dans la province de la Tchouapa, et ça a vraiment fait la joie de la population de la Tchouapa. Et on dit, parmi les gestes de distanciation, des gestes de prévention, il y a la distanciation, mais il y a aussi la protection. Il faut porter les masques. Absolument. Alors, il y a eu les masques jetables, des masques médicaux. On a dit, il y a eu cette imagination congolaise de fabrication des masques. Nous, on s'est dit, écoute, pourquoi pas faire des masques aussi avec Ouidal. Et donc, nous avons été parmi, nous ne sommes pas les seuls, certainement, mais la fondation parmi... Mais précurseurs. Je ne dirais pas précurseurs, mais il y a eu tant d'autres ONG, tant d'autres personnalités du pays qui ont eu l'initiative d'offrir des masques gratuits à la population. Nous avons été partout, nous avons offert aux cambistes du château, nous avons offert aux chauffeurs de taxi, nos frères qu'on appelle communément les Wewa, nous leur avons offert gratuitement des masques avec le brand Ouidal. Et voilà, il y a un peu plusieurs actes dans le cadre de la prévention de la lutte contre le Covid-19. Alors je rappelle quand même que votre fondation avait posé d'autres actes avant. Je revenais sur la tribune que vous avez donnée au Sénat par rapport à la prorogation de cette période d'état d'urgence. D'abord, la circonscription de cette tribune, c'est quoi? L'objectif pour vous, c'était de contribuer au débat, de l'enrichir ou d'empêcher que cette prorogation ait lieu? La prorogation, c'est tout à fait normal, parce que l'article 144, alinéa 5 de la Constitution de notre pays, requiert à ce que, lorsqu'on arrive dans les 30 jours, et que si l'exécutif, à travers le chef de l'État, estime que les 30 jours n'étaient pas suffisants pour qu'on maintienne le pays dans un état d'urgence, le chef de l'État peut recourir, même s'il n'y a pas toute une loi qui organise le régime de l'état d'urgence et l'état de siège dans notre pays. Ça, c'est l'article 85 dans son dernier alinéa, qui dit expressement que l'état d'urgence et l'état de siège est organisé par une loi. Mais on n'a pas encore cette loi-là. Mais l'article 144 dans son alinéa 5 dit simplement que pour ce qui est de la prorogation, le chef de l'État doit requérir l'autorisation des 2 chambres. Donc le Parlement.
du Parlement. Mais la Constitution, mieux, les constituants ne disent pas exactement sous quel format cette autorisation peut être requise. Mais dans son dernier alinéa, les constituants disent, pour mettre fin à la durée de l'état de siège, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent le faire par une loi. Et donc, le chef de l'État, par sa lettre du 7 avril, du 17 avril exactement, il avait saisi les deux chambres du Parlement pour demander la fameuse prorogation. Alors, quand la lettre est arrivée, le Sénat, d'abord l'Assemblée nationale, il y a eu mon collègue, l'honorable Mbosso, qui a initié une proposition de loi, parce que comme vous le savez, l'initiative de loi, lorsqu'elle émane du Parlement, ça s'appelle proposition. Quand ça émane du gouvernement, ça s'appelle projet de loi. Et donc, l'Assemblée nationale, à travers le député Mbosso, avait estimé qu'il fallait une proposition de loi, et cette proposition qui a été soumise d'abord au niveau de l'Assemblée, qui a été adoptée. Et quand on l'a envoyé au niveau du Sénat, il y a l'extrême urgence, parce que l'état d'urgence expirait hier le 23 à minuit. Il fallait être responsable face à la nation, parce que sinon, on tombait dans une irrégularité juridique. Et donc, on nous a appelé, les deux chambres réunies, pour qu'on vote un texte à l'unanimité. Donc, quand le texte nous est arrivé, on a fait nos observations dans le cas de huis clos. Je ne peux pas en parler ici, parce que par respect de mon institution qui est le Sénat, mes observations, je les faites dans le huis clos, parce que le président du Sénat avait requis le huis clos, et j'ai fait faire mes observations à l'intention de mes collègues sénateurs. À ce niveau, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Sénat était responsable. Le texte qui est venu de l'Assemblée nationale, nous l'avons voté à l'unanimité dans le texte pour éviter la fameuse commission mixte. Le débat a eu lieu, ce n'était pas une formalité. Non, le débat a eu lieu parce qu'il y a eu certains collègues qui ont pris la parole. Moi aussi, j'ai pris la parole parce que l'article D de cette loi qui prorogeait l'état d'urgence parlait. Il disait clairement, ça c'est dans le cas de la légistique, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Alors, moi je me suis posé la question, parce qu'on n'en a jamais eu une loi sur l'état de siège, ni sur l'état d'urgence. Quand on dit toutes les dispositions antérieures, il s'agit de quelles dispositions? J'essaie de poser cette question. Et les collègues Bikenge, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, qui avait pris la parole. Il y a eu les collègues Kimbuta qui ont essayé de prendre la parole pour me contredire. Mais c'est de la démocratie. Je n'étais pas tellement convaincu. Et puis le président, dans le cadre de l'arbitrage, avait estimé que la question était suffisamment éclairée. Même si, j'insiste, il y a eu d'autres questions beaucoup plus importantes qui ont été abordées à huis clos, mais que je ne peux pas en parler dans les médias par respect de mon institution. Absolument. Alors justement, une question beaucoup plus de principes. Qu'est-ce qui vous pousse en général de venir en aide à vos compatriotes? Là, c'est le Covid qui vous a poussé à faire tout ceci, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est ce que vous allez faire par après, mais qu'est-ce qui vous pousse d'abord à le faire? Est-ce que c'est l'intérêt d'un politique que vous êtes, ou c'est le désintéressement parce que vous avez l'amour pour vos compatriotes? C'est par amour pour mes compatriotes. Je sais, Jean-Marie, j'ai pas beaucoup d'argent, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Ouais, mais c'est pas ce que je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Les gens croient et voient. Non, je n'en ai pas. Il y a des gens beaucoup. Pour arriver à faire ce que vous faites là, non, il y a des gens beaucoup plus riches que moi, que ce soit au Congo, que ce soit dans le monde entier. Mais je fais les choses que mon cœur me demande de faire. Donc, je n'agis pas au hasard. Quand je suis dans mon état naturel, mon cœur me dit, va à la ressource de Jean-Marie, je le fais. Je ne fais que répondre à ce que mon cœur me dit. Mais puisque vous parlez des intérêts, quel intérêt j'ai eu à faire des forages dans la ville de Kinshasa? Parce que vous l'avez dit, je suis un élu de la Tchopa. Je suis sénateur de la Tchopa. C'est ça la question. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire des forages d'eau à Lemba, à Limete, à Kimbantseke, à Lansele, très bientôt à Maluku? Et on va faire à la Lukunga. Mais peut-être des ambitions pour Kinshasa. Je n'ai pas d'ambition, Jean-Marie. Je fais parler mon cœur et des fois je suis esclave de mon cœur. Je dois vous faire cette confidence. Des fois je me retrouve esclave de mon cœur. Des fois je me dispute avec mon cœur. Je lui dis, mais vous voulez quoi? Il dit, faites ça. Mais je n'en ai pas envie. Il dit, tu dois le faire. C'est mon secret personnel. J'agis selon mon cœur et j'estime que je fais ce qui est bien pour tous les autres. Jusque-là, je n'ai pas encore eu un mauvais retour où les gens ne sont pas contents de ce que je fais. C'est pour ça, parce que notre entretien que nous avons eu dans le cadre des studios à Télé 50, le retour de ceux qui suivent, ils disent c'est un homme exceptionnel. Ça ne vous flatte pas, ça? Non. Vous savez, je suis né d'une famille assez modeste. Je crois vous l'avoir dit dans nos anciennes émissions.
fils d'un enseignant dans, dans les valeurs catholiques, dans la chrétienté. L'arrogance, c'est pas mon genre. On m'a pas élevé comme ça. La recherche du moi, c'est pas moi. L'égocentrisme, c'est pas moi. Je fais ce que mon cœur me demande de faire et j'espère toucher les cœurs de plusieurs de nos compatriotes. J'attends beaucoup de critiques parce que j'aimerais bien qu'on me dise que Guy, ce que vous faites, c'est pas bien. Ça, j'attends ça même. J'attends ça parce que moi, je peux penser que je fais bien, mais mes compatriotes. Jusque-là, comme les retours ne sont pas souvent de mauvais augure, comme dit négatifs, ces retours, ça doit vous conforter pour continuer. Je ne dirais pas. Moi, j'ai vraiment besoin de critiques négatives. Pour dire, Guy, ce que vous faites, c'est pas bien. Nous, les Congolais, on n'a pas besoin de ça. D'accord? On est habitué avec une classe politique qui fait ça, ça, ça. Ce que vous essayez de faire, ça ne rentre pas dans cette... J'aimerais bien entendre ça. Jusque-là, je n'entends pas et ça m'inquiète un peu. Est-ce que je suis dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Aujourd'hui, c'est le Covid. Certainement que ça va se terminer parce qu'on voit que le déconfinement a commencé, à l'étranger, les quelques traitements en train d'être mis en place. C'est quoi pour vous un petit bilan de ce que vous avez fait? J'estime que ce qu'on a... Bilan d'étape. Très bien. J'estime que ce qu'on a essayé de faire jusque-là, c'est tout ce qu'un homme normal peut faire. Un homme qui a un cœur, qui voit sa population dans des difficultés. Quand le chef d'État dit qu'il faut laver les mains, il faut qu'il y ait cette eau-là. La régie des eaux, comme vous le savez, n'arrive pas à desservir toute la population de la République de l'eau. Et nous, on dit, tiens, le chef de l'État a dit, on peut pourvoir, entre guillemets, à la pénurie d'eau en offrant aux gens des forages d'eau. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons lancé un questionnement beaucoup plus long que ça. Pour dire, écoute, aujourd'hui nous avons le Covid, mais si aujourd'hui le Covid finit, que devient notre économie? Que devient notre pays? C'est la fameuse tribune que nous avons publiée aujourd'hui dans les médias, qui est notre reflet, notre questionnement, une remise en question de notre façon de voir les choses. Pas comme philanthrope cette fois-là, pas comme président de la fondation, mais comme homme d'État. Qu'est-ce que nous pensons contribuer dans ce grand débat national qui est lancé au niveau du gouvernement et qui va continuer? C'est la fameuse tribune où nous avons essayé, sans avoir la prétention d'avoir la suprématie du savoir ou de ce qui va se passer dans les jours à venir, mais nous avons juste essayé de jeter... Est-ce que c'est de la prospective? Est-ce que c'est une critique de ce qui n'est pas bien fait? Ou c'est une contribution à la réflexion générale? Alors c'est à la fois une critique et une contribution. La critique est simple, parce que dans le système sanitaire, comme vous le savez, cette pandémie nous est tombée comme dessus. D'accord? Il y a une panique générale en termes de prise en charge des malades, en termes de structures qui doivent recevoir les malades, en termes d'équipement, en termes de matériel de prévention. Tout le monde est un peu en panique. D'où chaque État, il n'y a pas que nous, chaque État a dit, on ferme d'abord exactement, on ferme d'abord les frontières, on va voir ce qui va se passer. Tout le monde s'est retrouvé dans cette panique-là. Donc il y a l'aspect critique et l'aspect, au-delà de la critique, qu'est-ce qu'on doit faire pour le futur de notre pays. Et donc nous avons, au niveau de la critique, nous avons agi. Vous l'avez dit, nous avons offert des masques, nous avons fait des puits d'eau, des forages, nous avons donné des matériels de prévention, mais on ne s'est pas arrêté là. On dit, ben, écoute, oui, et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter seulement à donner. Mais qu'est-ce qu'on envisage dans les jours à venir? Et nous avons pensé à mettre en place une réflexion qui doit recevoir les amendements de toute la population, de toutes les personnes de bonne foi, de tous les scientifiques. Et en grande ligne, cette contribution, cette tribune, repose sur quoi? Repose sur un constat. Le constat sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la gestion de la chose publique. Tout un tas de constats où on a dit, écoute, pourquoi pas faire une introspection? Parce qu'après cette pandémie, tous les États du monde vont sortir. Mais nous, on sortira comment? On sortira avec quelle capacité? On sortira avec quelle faiblesse? Et donc, c'est une réflexion que j'ai lancée. J'aimerais bien que ça soit alimenté par des grands penseurs, par des grands scientifiques. Dans chaque domaine, moi je suis qu'un avocat, un simple avocat, il y a des docteurs, il y a des professeurs d'université en économie, dans toutes les disciplines. J'aimerais que cette réflexion, que j'ai intitulée Tribune, puisse bénéficier de l'apport de beaucoup d'autres personnes pour que finalement nous puissions nous retourner vers le gouvernement et vers le chef de l'État pour dire voilà ce que les scientifiques de notre pays pensent ce qui pourrait être le Congo après cette crise. Où est-ce que ça pêche dans notre façon de concevoir la vie, de la gestion de la cité? Est-ce que
c'est l'intelligence qui manque, c'est-à-dire la main-d'œuvre, enfin, les ressources humaines? Est-ce que c'est la formation qui manque ou c'est la prise des décisions qui est biaisée? À mon avis, la problématique se retrouve au niveau de la volonté. Ah, la volonté. Oui, c'est ce qui manque. Et nous avons assisté dans les jours qui viennent de se passer, il y a une volonté politique dans la machine, notamment judiciaire. Si vous avez vu comment la population était contente. De deux, il y a un problème, nous avons des personnes qualifiées. Suffisamment qualifiées. Suffisamment qualifiées, mais la politique prend un peu le dessus de tout. Vous savez, la question comme la gestion des Covid, ça n'a rien à voir avec la politique. Nous avons besoin de la science, des experts dans le domaine pharmaceutique, des gens qui doivent rentrer dans les laboratoires pour nous sortir de là avec des solutions pour éradiquer ces fléaux, cette pandémie. On a besoin de tels médicaments et ça n'a rien à voir avec la politique. Ce n'est pas en termes de parti politique. Ça, c'est la science qui doit sortir. Et c'est ce qui nous manque, parce qu'à chaque fois que la science vient sortir, la politique vient pour étouffer, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Donc il y a la problématique de la politique qui prend un peu en charge. Le manque de volonté et surtout le rôle parfois prépondérant de la politique. Oui, dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la politique, parce que la gestion de la pandémie n'a rien à voir avec la politique. La politique pouvait dire, écoute, nous faisons un programme sur 3 ans, en termes de programme budgétaire, en termes de politique publique, mais la pandémie, elle est là. Ça n'a rien à voir. Ça, il faut faire venir des scientifiques qui doivent réfléchir au profit du gouvernement et proposer des solutions idoines qui vont amener le pays pour éradiquer ça. Et puis, au-delà de ça, il y a un problème de la mise en œuvre, parce qu'au-delà de la volonté, au-delà de toutes les bonnes foi du monde, de toutes les recommandations, si rien n'est mis en pratique, eh bien, Jean-Marie, je ne suis pas un prophète de malheur, mais il n'y a rien qui va se passer. Quelles sont vos ambitions finalement? Vous avez été un bon avocat. Vous l'êtes d'ailleurs à travers tous vos collaborateurs. On a visité les bureaux tout à l'heure. Vous venez d'être élu, vous êtes au Sénat avec des contributions beaucoup plus importantes. Vous étiez même candidat au bureau du Sénat. Vous voulez être au gouvernement? Vous voulez diriger une grande province? C'est quoi vos ambitions? Ma plus grande ambition, c'est de voir ce pays aller de l'avant. C'est ça mon plus grand rêve. Si, pour que le pays aille de l'avant, je dois être comme ces policiers, ces braves policiers, comme vous le savez, la commune de la Gombe en confinement, qui sont dans des barrières pour surveiller les entrées dans la ville de la Gombe, je serai ces policiers-là. S'il faut être ces Croix-Rouges qui nous prélèvent la température aux entrées de la commune de la Gombe, je serai, pourvu que le rôle que je vais jouer puisse permettre au pays d'aller de l'avant. Je ne me vois pas au gouvernement, peu importe l'endroit, le plus important pour moi, c'est que où je serai, ça puisse aider le pays pour aller de l'avant. Et la réponse à cette tribune qui vous sera communiquée naturellement par tous les canaux qui vont revenir, est-ce que vous serez susceptible d'accepter les remarques? Et comment vous allez canaliser tout ça pour apporter à ceux qui décident, ou plutôt au niveau des institutions? Alors Jean-Marie, comme vous savez, je suis parlementaire, je suis sénateur. Au-delà de la tribune, il me faut faire des recommandations au gouvernement et faire ce qu'on appelle dans notre jargon de propositions de loi. Et donc j'ai lancé ces débats pour alimenter, parce que je compte dans les jours à venir à faire des propositions de loi au niveau de ma chambre, qui est le Sénat, qui va certainement passer par l'Assemblée nationale, et au-delà de ça, envoyer des signaux au niveau du gouvernement. Et donc, cette tribune n'a qu'un champ qui doit être suffisamment alimenté, pas de point de vue contraire à ce que je pense, pour que j'ai une matière pure qui me permettra de faire des propositions de loi qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est une boîte à idées pour vous? Absolument. C'est comme ça qu'avant de lancer des propositions de loi ou des recommandations au gouvernement, j'ai préféré commencer par la tribune pour que le peuple parle. Parce que dans nos réflexions, nous faisons ces réflexions pour le peuple et j'attends que ce peuple puisse apporter des modifications, puisse nous critiquer. Peut-être qu'on est à côté de la plaque. On attend impatiemment avoir tous ces ingrédients pour nous permettre de faire de belles propositions de loi. Parce que vous savez, des belles lois, c'est des lois qui rencontrent la légitimité populaire. Alors, on ne va pas terminer cet entretien à bâton rompu, comme on l'a fait vraiment dans ces cadres beaucoup plus convivial, sans parler des perspectives pour Vidal. Nous sommes quasiment à mi-parcours de cette année, nous sommes au mois de mai, bientôt. Le reste de l'année, c'est quoi les projets? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors, au mois de mai, Wydel va totaliser une année. Seulement? Oui, une année de beaucoup de peine. Ça n'a pas été facile. Une année où les gens ont cru en nous, parce que quand on a commencé, personne ne nous avait fait confiance. Chemin faisant aujourd'hui, je peux vous avouer qu'on a des partenaires sérieux. Et je vous annonce que grande a été notre surprise. Il y a un compatriote qui a mis à la disposition de la fondation 200 000 masques. C'est un compatriote 200 000. 200 000 qui vit en Belgique, je ne le connais pas. Il nous a appelé, il a payé les transports aériens. Il y a 100 000 qui viennent par Ethiopian et 100 000 par Turkish Airlines. À ses frais. Un certain Itengo, que je ne connais pas. En plus, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas. Il m'a envoyé la LTA, la lettre de transport aérien, qui atteste qu'il a envoyé. Je reçois des appels du monde entier ou des gens. Comme vous le savez, nous avons lancé une campagne de collecte de fonds au niveau de notre site internet. Il y a des compatriotes qui souscrivent, qui croient en nous, qui estiment qu'on fait quand même du travail au profit de la population congolaise. Et donc, nous allons célébrer une année de Wydal avec beaucoup de satisfaction, tant soit peu, parce que l'aventure que nous avons commencé, c'est de plus en plus, il y a des compatriotes qui croient en nous. Nous avons des grandes projections au niveau de l'agriculture, NITT, le Covid-19, il y a beaucoup de choses qu'on devait faire. Il y avait la conférence qui devait être organisée au mois de mars pour les femmes. Parce qu'au-delà de prêcher par des dons, de ce qu'on fait, nous, on préfère apprendre aux gens les métiers. À pêcher. Exactement. Et donc, nos membres qu'on a envoyés à l'INPP, on ne sait pas les utiliser. Ceux qui ont appris la coupe-couture, l'hôtellerie, la mécanique. J'étais dans un projet d'ouvrir un grand garage pour utiliser cette main-d'œuvre qui sort de l'INPP. Je ne peux pas le faire. Des mamans à qui on voulait apprendre l'agriculture, même si au jour d'aujourd'hui, nous avons lancé la campagne de culture à Bouendé sur 100 hectares, des maniocs, des arachides, des tomates, de maïs, des feuilles de manioc. Mais on est un peu limité avec Covid-19. Et donc, comme je dis toujours, je préfère pas faire des promesses. Je ne suis pas dans une projection politique électorale. Je préfère parler des choses qu'on a déjà réalisées. Et donc, souffrez que je ne peux pas vous dire ce qui est comme planification de la Fondation. Quand ces choses seront réalisées, je reviendrai encore vers vous, JMK, pour vous dire des choses que la Fondation a réalisées. Merci beaucoup. Alors, anecdotiquement, regardez à votre droite. Les gens font confiance à la personne qui est sur la photo. Regardez la photo. Ou aux idées de la personne qui regarde la photo. Je pense aux idées, pas à la personne. Parce que la personne, elle est faible, elle a beaucoup de défauts. Je vous avoue que j'ai beaucoup de défauts. Les gens qui me connaissent, peut-être qui vont nous regarder au travers de cette émission, ils savent que j'ai beaucoup de défauts. Je suis loin d'être un homme parfait. Mais c'est plus mes idées. C'est de la modestie, ça. Non, c'est plus. Je suis imparfait, comme tout être humain, mais c'est plus mes idées qui alimentent et que tout le monde s'accroche dedans. Et je veux que ce débat soit vraiment un débat public, un débat national, où tout le monde va apporter sa modeste pierre pour qu'on avance. Parce que le Congo a besoin de tous ses concitoyens qui alimentent des ingrédients. Parce qu'il faut qu'on aille de l'avant, Jean-Marie. On ne va pas stagner là, il faut qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup. Alors, comme on est dans vos installations, je vais partir. D'ailleurs, il faut que je récupère ouais, c'est important. un masque. Vous, chez vous, il faut supporter ça. Ouais. Il avait les mains. Oui, oui, je vais... Non, j'ai ma solution. Ouais, hydroalcoolique. Qui était quelque part... voilà. On vient de m'aider justement avec ça, vous voyez. Il faut toujours être bien armé contre cette affaire de Covid. Hein? Voilà, il faut être bien armé, voilà. Votre masque, votre solution hydro pour bien être propre. Merci honorable. Je vous dis à bientôt. Et vous aussi. Prenez soin de vous. Et puis, le prochain rendez-vous, ça sera avec... qu'on va faire une lecture de sa tribune et surtout traiter ensemble les réponses à cette contribution par des gens qui ont lu sa tribune. Et je pense que ça sera déjà à la fin de cette Covid. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.